J'ai un bon souvenir, enfin un mauvais souvenir plutôt, de lancement de la nouvelle version du site du zéro. On a tout changé d'un coup. Et je peux te dire que ça n'a pas marché du tout. Le site ne marchait pas du tout, ne chargeait aucune page. Et pendant un moment qui est paru très très long, on se dit on a planté le projet. Il y a un moment, Philippe, en mode peut-être qu'on a juste cramé. La solution, ça a été pas mal de travail, pas mal de sang, et de sueur et de larmes pour être franc. Et on a tout coupé jusqu'à mettre l'essentiel. On a enlevé tous les news et tout ça. Et on a mis juste les pages de cours. Catastrophe le gros pas qu'on a fait. Donc ça c'est une leçon de souffrance. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ouais, nickel. Très content de te recevoir sur Tronche de Tech. Avant de faire ma petite intro, parce que je veux pas trop en dire, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr. Je m'appelle Mathieu Nebra, je suis auteur de pas mal de cours en ligne. J'ai créé un site qui s'appelle Site du Zéro et qui maintenant s'appelle Open Classrooms. Et donc ça fait plus de 25 ans que je fais des cours en ligne. Voilà. Excellent. Et du coup, je suis très content de t'avoir parce que c'est vrai que moi, je me rappelle très bien du site du zéro, comme beaucoup, je pense, de devs de ma génération. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, il faudrait que je fasse les stats exactes, mais sur beaucoup de tech que j'ai interviewé sur ce podcast, quand je leur demande un petit peu ma première question, c'est comment vous êtes arrivé dans le code, je pense qu'il y en a 1 sur 2, voire un peu plus, qui me dit en fait le site du zéro, c'est là que j'ai appris, c'est que là j'ai débuté, etc. Et pour la petite anecdote, j'ai ma femme aussi qui m'a dit trop bien, tu vas avoir Mathieu Nebra, dis-lui que j'apprenais le C++ avec ses cours à l'époque dans mon entreprise, etc. Donc voilà, donc je suis hyper content de t'avoir. On va dérouler ensemble une liste de questions auxquelles, contrairement à certains autres épisodes, j'ai pas les réponses, donc je vais découvrir avec l'audimat les réponses. Et donc ma première question pour toi, c'est comment tu es tombé dans la tech, toi ? Alors moi, c'est l'histoire que je raconte à chaque fois que je raconte l'histoire du site du zéro. Donc c'est parti pour la 8 millionième fois. Je suis tombé dedans parce que j'avais un ordinateur à la maison à une époque vers la fin des années 90 et j'ai commencé à avoir accès à Internet 1 heure par mois. Donc c'était un modem 50K qui prenait quand même la ligne téléphonique et j'ai été fasciné par les sites web, comment ils étaient faits. Je me demandais comment ça marchait. J'ai découvert clic droit afficher la source comme pas mal de gens. Et puis j'ai eu cette curiosité. Voilà, je me suis dit waouh, j'aimerais trop savoir faire ça. Et c'est ce qui m'a un peu lancé dans la création numérique, j'ai envie de dire. C'est voir un jeune ado un peu geek qui bidouille à la maison, qui a trop de temps à tuer visiblement et qui finit par faire ses trucs dans son coin sans prévenir personne, mais qui s'avère être le départ de quelque chose qui aura aidé beaucoup de gens, je pense. Et clairement, je pense que ça a un impact assez fou, mais donc sur toute une génération, en tout cas que je côtoie aujourd'hui. Mais ce qui est marrant, c'est tu vois donc, moi aussi j'ai eu ce moment où je découvre un peu les sites web, je suis passionné, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, je sais pas, moi j'avais entre 10 et 15 ans, tu parles pas forcément anglais à ce moment-là, et donc on tombait assez vite sur ton site, sur le site du zéro, et finalement, comment toi, c'est quoi tes sources à toi en fait, toute la connaissance que tu avais, que tu retranscrivais dans le site du zéro, comment tu apprenais tout ça ? D'où ça vient ? À la base, ça vient d'un livre. La première source, c'était un livre que j'avais récupéré à la Fnac pour apprendre à créer des sites web en HTML. Et parce que en fait, je me disais, je vais pas apprendre en ligne, c'était hors de question. J'avais pas assez de temps de connexion, puis il y avait pas vraiment beaucoup de ressources, honnêtement. Et donc, je suis allé dans le rayon informatique à la Fnac. Il y avait quand même des livres pour les professionnels du numérique, on va dire. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre
J'ai eu un de ses premiers livres qui était sur HTML4 et qui a été un peu la base. C'est un peu un moment aussi de claque en me disant, putain, mais c'est pas possible, ça pourrait être mieux expliqué. Pourquoi est-ce qu'ils emploient des mots, ils les expliquent pas. Pourquoi il n'y a pas assez d'exemples concrets, etc. Et donc, en ayant appris à créer un site web quand même bon an mal an avec ce bouquin que j'ai eu, j'étais en 4e à l'époque, je me suis dit, bah, je vais avoir un peu de temps, je vais créer un site web pour réexpliquer aux autres comment créer un site web, mais de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Ouais. Donc, je suis devenu schizophrène, je me suis parlé à mon moi d'il y a 3 mois qui disait, qu'il savait pas faire des sites web, et je me dis, Mathieu, voilà ce qu'il faut que tu saches. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé aussi bêtement que ça. Après, il y a eu d'autres sources, il y a eu d'autres livres. Peut-être d'autres sites, parce que moi je ne fais que lire et redigérer de l'info, mais de façon accessible autant que possible. C'est un peu ma passion. Et puis à une époque aussi, j'ai été quand même en études d'ingénieur 5 ans, et donc une partie des cours que j'ai eu en école d'ingénieur, je me suis amusé à les mettre sur le site. C'est le cas des cours de programmation en C, en C++, notamment. Et comment t'analyses le succès qu'ont eu tes cours, en fait? Tu vois, parce que, bon, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, tu vois, des ressources en français là-dessus, mais toi, vraiment, ça, je sais pas, ça se démarquait, tu vois, ça se démarquait. Et est-ce que tu as une idée un petit peu de ce qui a fait le succès du site du zéro? Oui, j'ai une petite idée à force. Déjà, c'était une époque où il y avait peut-être moins de ressources, mais je pourrais pas expliquer juste ça parce qu'aujourd'hui, on a une abondance de ressources, de vidéos, de tutos YouTube. Et je crois qu'il y a toujours de la place quand même pour du contenu de qualité. Même si il peut commencer à être généré par de l'IA dans tous les sens, il y a quand même toujours une question de qualité. Et la qualité, pour moi, c'était l'accessibilité. L'accessibilité pédagogique qui considère que la personne ne connaît pas le sujet, mais qu'elle n'est pas prise pour une idiote non plus, mais où on explique les choses, on parle pas on n'évite pas les évidences. Ouais, Je sais ok. pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Donc si, c'est je vois ça. très bien. C'est aussi bête que ça. Ouais. Et puis peut-être un truc, une façon d'écrire, une tonalité qui fait que c'est moins formel, parce que finalement tous les bouquins d'informatique ont toujours été assez formels. Les gens ont besoin de paraître sérieux. Moi, je veux pas spécialement envie d'être sérieux. J'avais envie de passer du bon temps et j'avais envie de faire partager le fait que je passais du bon temps. C'est aussi con que ça. Ouais, ben ça, je vois très bien ce que tu me dis. Effectivement, moi, je me souviens très bien un truc qui marquait ton contenu, c'est le côté un peu marrant. Il y a toujours un petit peu de second degré, tu vois, tout en restant un peu sérieux. Et un truc qu'il y avait pas à l'époque, je trouve, c'est que toi, déjà, tu utilisais les emojis, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus fréquent, tu vois. Ouais, non, mais c'est fou, en fait, et ça joue. Et il y a un truc aussi et je sais pas si tu avais des formations là-dessus, mais dans la mise en page, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ton site, tu vois, aujourd'hui, tu le vois sur du Medium, des choses comme ça, il y a des bonnes pratiques pour que les gens lisent sur un ordi. Et en fait, toi, tu avais ce truc de faire des phrases un peu plus courtes, espacer un peu le contenu, l'aérer, tu vois, tout ça. Et ben, je trouve que ça jouait vachement. En tout cas, moi, je me rappelle je me suis rendu compte que ces trucs, il y a des sites où tu lisais des gros blocs hyper, comme tu dis, formels, et c'était imbuvable, quoi. Bah oui, après je t'ai dit, on a appris en marchant sur la mise en page et tout, et encore aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec l'équipe où on est en train de rediscuter de la mise en page, de la présentation des cours, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas évolué. En fait, on a une nouvelle maquette qui est en place depuis un moment, mais qui est pas juste en prod général. Et on a ces débats sur où est-ce que le sommaire doit apparaître, est-ce qu'il doit être tout le temps visible ou pas, quel niveau de bruit on s'accorde, quelle largeur maximum, quel niveau d'interaction entre le texte et la vidéo. Enfin, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Moi, j'ai toujours été intuitif et surtout, j'ai pas eu peur de faire des erreurs. Je pense, j'ai balancé sans réfléchir. Ouais. Et d'ailleurs, la première version du site, je me souviens, ça prenait toute la largeur de l'écran. Donc du coup, l'œil faisait des petits allers-retours dans tous les sens. Et les gens ont fait le feedback en mode, c'est quand même un peu galère. Et petit à petit, ça a imprimé. Mais je dirais, j'ai eu la chance de pas trop réfléchir et de beaucoup écouter mon intuition sur ces choses-là. Ouais, donc t'as quand même une appétence, comme tu dis, sur l'accessibilité, sur se mettre à la place de l'autre. Enfin, ce côté pédagogique, tu l'as depuis toujours, en fait. C'est vraiment un truc qui t'anime. Apparemment, c'est un truc que j'ai depuis toujours. C'est apparemment inné. Et d'ailleurs, même 25 ans après, tu vois, je prends autant de plaisir aujourd'hui à écrire des cours. Je l'ai sorti sur ChatGPT que j'ai mis à jour récemment. J'ai vu, ouais. Et ben en fait, c'est le même kiff que quand j'ai lancé le premier cours de HTML il y a 25 ans. Donc, je trouve ça assez fascinant d'avoir eu le bol de découvrir très tôt que j'avais 3 passions. C'est la pédagogie, la création numérique, donc création de sites web ou de cartes en 3D pour les jeux vidéo, peu importe, la création, et l'écriture. De la chance de mélanger tout ça, mais encore une fois, parce que je cherchais pas à faire plaisir à quelqu'un ou à faire les choses de la façon dont les gens l'attendent. J'avais juste envie de faire les choses que j'avais envie de voir.
Et honnêtement, aussi, j'avais le temps. J'avais la chance d'avoir le temps. J'étais Ouais. étudiant et je cherchais pas à avoir un résultat le mois prochain pour atteindre des objectifs pour des investisseurs qui attendent 18% de croissance par semaine. Tu vois, faut aussi savoir que le site du zéro a quand même eu le temps de maturer. Pendant des années, il y avait personne. Hein. Il y avait personne. Je me souviens encore du jour où il y a eu 100 visiteurs uniques dans le mois. J'étais comme un ouf. Donc, Et voilà. tu parlais des feedbacks, t'avais des feedbacks des utilisateurs, parce que aujourd'hui, tu sais, on a tous ces Google Analytics, on a les réseaux sociaux, on a plein de points de contact. On parle quand même d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que t'avais des trucs en place là-dessus, ou c'était juste les gens qui t'écrivaient par mail, c'était hyper simple, comment tu gérais ça? Les feedbacks, Ouais. c'était les forums essentiellement. Ouais, ok, c'est vrai que t'avais le Un peu forum. de mail, bon, pas de réseaux sociaux, ça n'existait pas. Ouais. Je lisais pas mal, j'échangeais pas mal. C'est vrai que je suis quelqu'un qui prend pas mal de feedback, peut-être un peu trop des fois, mais ça se sent encore aujourd'hui, tu vois. Par exemple, chez Open Classrooms en interne, on a un channel qui est très utilisé sur Slack, qui s'appelle Feedback, qui est automatiquement connecté à tous les feedbacks que les gens nous donnent sur le site via des sondages NPS qu'on donne. Et donc en fait, tout le monde les lit. Et c'est moi qui ai été architecte de ça, tu vois. J'ai dit, je veux que tout le monde voit le bon, le mauvais et le très mauvais, et qu'on le lise et que ça nous nourrisse au quotidien. Hmm. Et moi, je lis Ouais. les feedbacks tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais, et puis en fait, c'est vrai que c'est intéressant que tu l'aies en public, parce qu'effectivement, toute l'équipe, du coup, a ça en tête pour prendre les Voilà. décisions eux-mêmes de qu'est-ce que ça va être un bon cours, c'est quoi le prochain cours qui est attendu, ce genre de choses. Entre autres, c'est ça exactement. Et au moins, on sait que les préoccupations prioritaires des étudiants, c'est ça, ça et ça. Et en fait, il y a un effet de répétition, c'est qu'à force de l'entendre, ça nous Ouais. énerve et au bout d'un moment, on finit par agir. Tu vois, ça prend toujours du temps parce qu'il faut aligner les gens, il faut qu'il y ait le temps, il faut que la politique interne se mette en place. Mais à la fin, c'est une évidence que les étudiants ils se plaignent de ça. Et ben, dans ce cas-là, on fait ça, quoi. Ouais, ok. Ouais, très, Voilà. très chouette. Et je voulais revenir du coup j'ai une question sur, donc tu as très tôt ce succès avec le site du zéro, tu fais quand même tes études d'ingé, et en fait la question que je me pose, moi j'ai vu des gens, si tu veux, à même âge que moi, qui commençaient à faire des sites web, ça commençait à marcher, ils commençaient à gagner de l'argent, tu vois, ils pouvaient, et ils ont arrêté les études, en fait, ils ont pas continué. Toi, qu'est-ce qui finalement, pourquoi tu continues? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Et est-ce que c'était difficile en fait à ce moment-là de mener à la fois le site du zéro et cette vocation-là avec tes études? Alors, ça a été de plus en plus difficile. Je me souviens que le point de rupture, ça a été mon stage, mais plutôt en quatrième année, donc pas tout de suite. Tu vois, quatrième année de 5 années d'école d'ingénieur. En quatrième année, je me souviens que mon stage de 4 mois, j'ai passé plus de la moitié de mon temps à m'occuper du site du zéro et pas à m'occuper du stage pour lequel j'étais embauché. Donc là, je me suis dit, en fait, il faut que j'essaie là, c'est plus possible. Soit je m'y mets à temps plein, je fais all-in comme au poker, soit j'arrête tout. Et j'y ai d'ailleurs pensé. Et je prends un job comme tout le monde en CDI, mais je peux pas faire à moitié parce que ça faisait des années et des années que je faisais ça en mode soirée week-end et ça commençait à me fatiguer. Donc oui, à un moment donné, il a fallu faire un choix, mais ça a été plutôt tard finalement dans les études. Décider avant, ça m'aurait paru très prématuré. Okay. Par ailleurs, j'avais quand même les parents qui se démenaient pour me payer des études supérieures qui n'étaient pas données. Je leur devais au moins d'aller jusqu'au bout. Donc, tu sais, l'image d'Épinal du Harvard Dropout là, qui en fait a une idée de génie, il va révolutionner la planète et s'arrête après la première année d'Harvard ou de Stanford ou whatever. Mmh. Euh, Bah, c'est pas moi. Je voulais quand Ouais. même m'assurer, quoi. Mais quand Ouais. même, j'étais parmi les premiers de l'école à faire en sorte que mon stage de fin d'études soit dans ma boîte. Dans En ta fait, boîte, ouais. je me suis sérieusement demandé si du coup je pouvais faire un stage dans ma propre boîte. Et j'ai découvert que légalement, c'était pas autorisé en tant que dirigeant de Ok. t'embaucher en tant que stagiaire. Ah bon, ok, je connaissais pas le droit du travail et tout ça. Euh, et, euh, et après, j'ai dû négocier en fait avec l'administration de mon école pour qu'ils fassent une sorte de dérogation qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de faire à l'époque, qui était que le stage de fin d'études, qui était normalement un stage de 6 mois, serait validé dans mon cas, à condition que je sois suivi par un autre entrepreneur ancien de l'école. Voilà. Et du coup, mon stage de fin d'études a consisté en réalité à embaucher 4 stagiaires et à les animer. Donc c'est assez amusant. Ok. Excellent. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi de la transformation du site du zéro vers Open Classroom, mais avant ça, quand est-ce que tu crées ta première boîte? Du coup, hyper tôt, Pas tant que ça, pas non? hyper tôt. J'ai attendu que mon associé ait 18 ans. Donc assez tôt, d'une certaine façon, on a quelques années d'écart. Je sais pas, je devais avoir 21 ans. J'étais en troisième ou quatrième année d'école. Donc 21 ans, D'accord. ouais.
avant ça, le site du zéro est C'est pas une boîte. pas une boîte, ouais. C'est vraiment un side Un project. hobby, j'avais à titre perso un compte Google AdWords, AdSense, mais je gagnais pas beaucoup d'argent, mais ça me payait quand même un peu l'hébergement qui commençait à coûter de plus en plus cher d'ailleurs. Non, c'était d'un point de vue structure business, il y avait pas grand-chose en fait. Ok, ouais, donc ça arrive un peu plus tard. Et donc après, pour venir sur ça, Open Classroom, en fait, à quel moment est-ce que c'est vraiment un pivot? Est-ce que pourquoi aussi on passe du site du zéro Open Classroom? Alors pour illustrer un petit peu, 99 c'est le lancement du site du zéro sous forme de site perso avec le nom site du zéro. Et je suis en classe de quatrième et je fais ça un petit peu sur le temps libre et il y a personne. Alors, même pas encore les 100 personnes par mois. 2005, il y a un pivot assez important où on commence à permettre à tout le monde de créer des cours et de les valider, etc. Il y a des forums communautaires. Enfin, ça c'est devenu beaucoup plus vivant et riche, à tel point que ça explose et qu'en 2007, pardon, on crée l'entreprise avec Pierre Dubuc, qui est devenu mon associé et qui était en fait un des premiers membres du site du zéro depuis le début, avec qui je bossais. Donc 99 à 2007, c'était un hobby. 2007, ça devient une entreprise qui s'appelle Simple IT, toujours sur le nom site du zéro. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner à tous les entrepreneurs. Faites en sorte que votre produit soit le même que le nom de votre entreprise, parce que sinon, les gens ils comprennent pas en fait. Ça crée de la complexité pour rien. Non, mais c'est con. C'est vraiment pas le truc à faire. Quand tu dis ça, parce que je vois beaucoup de gens qui ont une marque et une entreprise qui a un nom différent, et toi, tu conseilles pas de faire ça, c'est ça? Je conseille d'avoir si possible un produit qui est égal. Le nom légal, en fait, c'est ça. Le nom de la boîte soit le même que le nom de ton produit. Okay. Parce qu'en fait, c'est là où tu vas par exemple facturer à des clients ou te présenter en tant que commercial de telle entreprise. Tu vois, nous, nos commerciaux, ils disaient bonjour, Pedro de Simple IT. Et là, ils font merci, site du zéro. Ah, ok. Là, tu avais quelqu'un qui pouvait connaître un peu en face. Alors, Simple IT, personne ne connaissait. Donc ça, c'était une erreur. Bon, ok. Donc, c'est devenu une entreprise en 2007. Il s'est passé plein de choses de 2007 à 2012. Je zoomerai après si tu veux, et en 2012-2013, on renomme les deux, le site et l'entreprise, en Open Classrooms. Et en 2015, il y a un autre pivot qui se passe où on commence à devenir une école en ligne et on commence à délivrer des diplômes au niveau bachelor. Ok. Et je peux passer d'autres trucs, mais voilà, les grandes étapes, c'est ça. Okay, et le renommage en Open Classroom, c'est parce que le site du zéro, d'ailleurs, c'est marrant. Est-ce que tu as une histoire derrière le nom du site du zéro? C'est quoi le... Ouais, j'ai une histoire. J'ai cherché un nom pour le site et je trouvais pas de nom assez simple qui explique le truc. Donc j'ai cherché et je me suis dit, c'est un site où on apprend tout à partir de zéro parce qu'il n'y a pas de prérequis. Okay. Et donc je vais l'appeler le site du zéro. Et je vais me dire quand même, c'est bien un gros nom de merde. le marketing du truc est vraiment naze. Il faut absolument que je le change après, mais au moins, j'ai pas réfléchi pendant 2 ans au nom du site pour le lancer. Tu vois, je pense que c'est vraiment un truc clé chez moi, c'est que j'ai lancé. J'ai lancé ma merde tout de suite. Et en fait, les gens sont devenus attachés au truc, tu vois, comme quoi, en fait, c'est plus important de lancer le truc que de chercher à faire le truc parfait. Voilà. Ouais. Après, on a changé en Open Classroom, si les gens me posent souvent la question, parce qu'en fait, on commençait à aller vers l'international et qu'on commençait à avoir des diplômes reconnus par l'État et que même si j'aimais beaucoup le nom site du zéro à force, je pouvais pas imaginer les diplômes site du zéro. Voilà, aussi comme ça. Ouais, non, mais je comprends. Okay. Autre spéciale astuce pour les gens qui nous écoutent, ne mettez jamais un S à la fin de votre produit ou de votre boîte, parce que les gens le prononcent pas. Moi, je passe tout mon temps à corriger les gens, à dire c'est pas Open Classroom, c'est Open Classrooms. Enfin, autant te dire que ça marche pas, quoi. Donc ça, c'est un échec. Et puis du coup, les gens dans l'URL, ils le tapent pas aussi, non, c'est ça ou... Ouais, personne tape les URL de nos jours, ils tapent Open Classroom dans Google, pour être clair. Et du coup, le niveau de recherche, tu peux chercher sur Google, c'est Open Classroom, c'est très devant Open Classrooms. Excellent. Ok, très bien. Voilà. Conseil intéressant. Ça va pas empêcher la boîte de marcher, mais en fait, personne n'y arrive. Les journalistes le prononcent mal, les gens le prononcent mal, ils l'écrivent mal. Enfin, mon badge dans les conférences, il est mal écrit. Et ça m'irrite de ouf, tu vois. Je me dis, j'ai fait une erreur qui était que la boîte, c'était pas le même nom que le produit. Et j'en ai fait une deuxième qui était de laisser un S. La fin du nom, excellent. Ok, ça marche. Bon, c'est bien noté. Et donc maintenant, donc tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu l'as dit un petit peu, hein, ça fait 25 ans que tu fais ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments où en fait, c'est pas lourd d'avoir cette espèce d'histoire avec ton entreprise, à toi, depuis tout ce temps, sur ce domaine? Est-ce que c'est pas lourd?
Est-ce que c'est pas un peu lourd ou est-ce que tu restes motivé tout le temps? Est-ce qu'il y a pas des fois où tu te dis j'ai envie de faire un truc qui a rien à voir? Oui, pas exactement, parce qu'en fait, comme je te disais, l'écriture, la pédagogie, c'est toujours un truc qui me passionne autant. Ouais. Par contre, dans le contexte de l'entreprise et ses différentes phases d'évolution, il y a des trucs qui sont plus ou moins passionnants pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du genre à aimer démarrer des projets, avoir des nouvelles idées, que à scaler et à structurer une équipe. Donc, même si j'ai été à un moment donné à manager des équipes de plus de 100 personnes, je me suis un peu cramé à vouloir le faire parce que c'était pas vraiment moi. Okay. Je l'ai fait parce que, encore une fois, c'est toujours le critère. Je l'ai fait parce que le monde l'attendait de moi, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, et parce que, je me disais pourquoi pas moi. Mais en fait, c'était pas mon méga kiff. Donc, dès que je peux, j'essaie de rebondir vers un truc qui est plus mon kiff. Donc oui, c'est vrai que dans une boîte qui grandit, tu fais pas toujours les trucs qui te plaisent. Des fois, il faut faire des trucs qui te plaisent pas, c'est clair. Mais j'essaye, en tout cas, de m'écouter pour pas me cramer. C'est-à-dire que entre ce que mon corps veut et ce que les gens réclament, il y a souvent une différence, et j'essaye de faire en sorte que cette différence soit la plus minimum possible. Sinon, ça marche pas. Okay. Mais c'est pour ça que tu continues à faire des cours, parce que c'est ces trucs-là qui t'animent. Ouais, ça faisait quelques années que j'en avais pas fait, hein, ça me manquait. Donc là, je me suis remis il y a 1 an ou 2, et je continue à le faire, ou écrire de façon générale. Tu vois, j'ai lancé un blog, une newsletter. Je me suis dit c'est cool, ça me force aussi sur un autre format, pourquoi pas. À chaque fois que je le fais, si tu veux, je me sens bien, parce que tout court l'exercice, ça me plaît à titre perso, et 2, les feedbacks que j'ai sont toujours bons ou très bons. Et donc du coup, je me dis c'est utile en fait. Et comme j'adore me sentir utile, peut-être un problème chez moi d'ailleurs qu'il faut que je psychanalyse, mais pour moi, c'est important de me sentir utile. Et donc du temps que j'apporte de la valeur à des gens, c'est cool. Ouais, ok. La newsletter, d'ailleurs, moi, je la suis, hein, elle est top. Et en fait, ce que j'aime bien dans la newsletter, je trouve, on retrouve vraiment le site du zéro. En fait, tu vois, c'est marrant, hein, on retrouve Ah ouais, en fait, c'est pas dans le contenu, mais dans le style, en fait. On reconnaît. Moi, je trouve qu'on reconnaît, tu vois, il y a un... c'est le même mec qui écrit les cours de base du site du zéro avec cette newsletter, hein, tu vois. Mais qui a 20 ans de plus, tu vois, c'est quand même marrant de retrouver. Je trouve qu'on retrouve l'esprit que t'as à 15 ans, en fait. Il y a quand même ce truc-là. Il y a une maturité, évidemment, qui a rien à voir, tu vois, mais... Oui et non, parce que tu vois, je suis retombé, d'ailleurs, je l'ai republié, la V1 du site du zéro, où il y avait les premiers cours et tout. Je relis mon cours de HTML, je fais, mais c'est qui ce guignol? Mais il parle comme un rigolo, il est surexcité. En fait, je suis un gamin, quoi, et je suis à fond. Maintenant, effectivement, je suis un peu plus fatigué, je suis un peu plus vieux. Bon, ok, d'accord. Mais c'est vrai que, en fait, en me relisant, je découvre qu'en fait, je me supporte pas aujourd'hui. Je trouve ça très immature. Et en même temps, je réalise que c'est parce que je me suis pas posé de questions que ça a marché. Ouais, ok. Et puis voilà, ma maturité, et mon style d'écriture, même si je suis heureux de t'entendre dire que tu retrouves un peu la même chose, mais mon style d'écriture, il évolue comme des groupes de musique. Et en fait, le style post-punk grunge qu'ils faisaient dans les années 90, peut-être qu'ils vont pas faire ça à 50 ans. Peut-être qu'ils le feront, mais certains ont envie d'expérimenter autre chose, et c'est cool aussi. Mais tu vois, du coup, je trouve, t'as pas changé du tout au tout. C'est-à-dire toujours cet équilibre entre apporter de la valeur, simplifier, et de l'humour, tu vois. Il y a toujours ce truc-là que t'avais déjà, en fait, qui était toi, en fait. Et ça, c'est ça que, enfin, bon, en tout cas, moi, je trouve que la newsletter, je pense que c'est la seule newsletter où je lis toutes les éditions, parce qu'en fait, chaque édition, ça se lit hyper facilement. Tu sors toujours avec un apprentissage à la fin. Enfin, tu vois, c'est rare, en fait, parce que on s'abonne à beaucoup de newsletters. Ouais. D'un moment, un petit peu, voilà, tu laisses tomber parce qu'il y a 3 éditions qui étaient pas si bien. Et je trouve que la tienne, on retrouve c'est très gentil, merci. Franchement, j'apprécie le compliment, mais c'est parce que ça demande pas mal de travail, en réalité. Et je me suis dit, je vais en sortir une par semaine, tous les mercredis à 8h15. Et du coup, j'ai annoncé à tout le monde, ouais, ça sera tous les mercredis. Et maintenant, je suis obligé de m'y tenir. Tu vois, c'est une façon, en fait, de me forcer à faire des trucs. Bon, c'est peut-être pas le plus intelligent, mais en tout cas, ça permet de dire, ok, ça sort. Et après, mon problème, c'est que je mets beaucoup. Je mets quand même pas mal d'efforts dans chaque newsletter, mais ça me demande plus de temps que la moyenne. Après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des taux d'ouverture et des taux de clics qui sont oufissimes pour une newsletter. Donc, effectivement, je vois l'engagement des gens, donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Non, mais ok. Écoute, j'espère que ça va continuer longtemps. Je veux pas que tu te forces et que tu te fatigues tous les mercredis matins, mais je n'aurais pas peur d'ajuster le rythme si jamais c'est pas possible. Mais en tout cas, j'aime bien garder une forme de régularité. Bon, voilà, on verra. Ok. Bon, top. Alors, on a balayé déjà plein de trucs. Je rentre un peu dans les autres questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu as une expérience un peu marquante de ta carrière ou de la gestion de la prod que tu pourrais nous partager? Oui, des expériences marquantes, j'en ai eu forcément quelques-unes.
moi, j'ai un bon souvenir, enfin, un mauvais souvenir plutôt, de lancement de la nouvelle version du site du zéro. Enfin, oui, à l'époque, ça s'appelait encore site du zéro. Ça s'appelait la V4, où on avait bossé dessus pendant 1 an, et on a fait une erreur stratégique qui a été de vouloir recréer une nouvelle base de code vierge, belle, propre, forcément, en parallèle de l'ancienne version. Donc, en gros, tu avais le site avec toute sa legacy, tout le code qui traînait depuis un moment, avec forcément des trucs un peu spaghetti, pas très beaux à voir, donc dur à maintenir. Et à côté, tu avais une partie de l'équipe qui bossait sur le nouveau projet magnifique, tout neuf, proprement inventé, enfin, tu vois, un truc magnifique. Et en fait, le problème, c'est que la nouvelle version essayait de rattraper l'ancienne version, mais qui, elle, continuait un peu à évoluer parce qu'il fallait bien un peu mettre à jour des trucs quand même, un minimum. Et donc, en fait, on a passé 1 an à essayer de se tirer la bourre, et on a sorti la V4 alors qu'elle n'était pas du tout ISO fonctionnalité de la V3, c'est-à-dire qu'en gros, il manquait des trucs. Et en plus, on avait visiblement fait trop de changements à la fois. On avait changé toute la base de code d'un coup, migré les données, migré l'hébergement. On est passé dans le cloud alors qu'on était sur du on-prem au départ. Enfin, on a tout changé d'un coup. Et je peux te dire que ça n'a pas marché du tout. Le site ne marchait pas du tout, ne chargeait aucune page. Et pendant un moment qui est paru très très long, on n'a pas beaucoup dormi. On se dit on a planté le projet. On pense qu'on a mis le site à terre, quoi. Et genre on va pas en ressortir. Alors. Ah ouais, ok. Il y a eu un moment de flip en mode ah ouais, là peut-être qu'on a juste cramé tout, on s'est pris le mur, quoi. On avait un investisseur déjà à l'époque et il était sympa, hein, mais il nous appelait en mode ça va les gars. Tu sens qu'il y avait un moment de stress, et la solution, ça a été pas mal de travail, pas mal de sang, de sueur et de larmes, pour être franc. Ouais. Et on a tout coupé jusqu'à mettre l'essentiel. C'est là que c'est marrant, tu retombes à l'essentiel. Donc on a enlevé les forums, on a enlevé tous les news et tout ça, et on a mis juste les pages de cours en cache pour que les gens puissent quand même consulter les cours parce qu'ils réclamaient. Ouais. Et petit à petit, on a réouvert des petits bouts et réajusté. Et ça montre qu'en fait, c'est le principe de l'agilité. Il faut y aller petit bout par petit bout et pas faire des gros pas. C'est une catastrophe, le gros pas qu'on a fait. Donc ça c'est une leçon de souffrance. J'ai des leçons plus heureuses évidemment, hein, je peux te rassurer. Mais celle-là, elle m'a marqué, et c'est ne faites pas ça chez. C'est une alerte à tous les développeurs, ne faites pas ça chez vous. Allez-y toujours par itération. Les nouveaux projets vierges, c'est toujours excitant au début, mais en fait, ils deviennent des vieux projets très très vite de toute façon. Donc, vous n'avez pas le choix. Retroussez-vous les manches et cleanez-moi ce code petit à petit, un petit peu tous les jours, et ça ira mieux. Je suis complètement aligné avec ça. J'ai jamais vécu ce truc-là, mais je pense qu'effectivement, quand tu l'as vécu une fois, il doit quand même sacrément te brûler les doigts parce que du coup, vous pouviez pas revenir sur la V3. Vous pouviez pas dire, OK, tant pis, on arrête cette on y a pensé, hein. On y a pensé, mais après, ça voulait dire tout jeter. Enfin, en fait, le retour en arrière et le fait de dire, on jette 1 an de travail à la poubelle et comme si rien ne s'était passé. Ouais. Il était quand même pas très entendable non plus, en fait. Ouais. Oui, bien sûr qu'on aurait pu, peut-être même qu'au tout début, on l'a fait pendant. Mais bon, c'était compliqué. Il fallait changer les DNS, les hébergeurs et tout. Enfin, tu vois. Ouais, c'était. Ouais. Et puis, tu vois, à l'époque, on n'avait pas tous les outils pour gérer du load balancing entre deux sites ou quoi. Tu pouvais rien faire, en fait. Oui, effectivement. C'était quelle année, ça? 2000, c'est après 2010, 2011, hein, je pense. Ok, ouais, ok. Donc quand même encore, les AWS et compagnie sont pas encore au stade de maturité qui sont. Rien à voir. Ouais. Rien à voir. Ok, et écoute, effectivement, ça a dû être, souvenir marquant, quoi. Est-ce que il y a si je te dis la pire ou la meilleure chose que t'aies codé, il y a un truc qui te vient à l'esprit? Alors, les gens me demandent toujours si je code. Aujourd'hui, plus trop. Ouais. Enfin, ça m'arrive par moment pour bidouiller un truc. Et pour être honnête, je me fais pas mal aider de ChatGPT pour me remettre à niveau. Donc, c'est pas pour faire du code de production, c'est plus pour retrouver des fonctions et pour obtenir un résultat rapide. Okay. La dernière fois que j'ai codé un truc, c'était quand même il y a des années. C'était un outil de correction entre pairs sur le site. Ça s'appelait déjà Open Classrooms. Où en fait, dans les cours, j'avais mis des exercices et tu pouvais uploader ton travail sur l'exercice et ensuite tu devais corriger trois autres personnes. Ouais, okay. Et toi-même tu te faisais corriger par 3 personnes. Et j'ai codé ça en Symfony sans vraiment trop savoir utiliser Symfony, que j'ai hébergé sur un c'était un mutualisé chez OVH, le truc, alors que le site était déjà en prod sur un truc un peu sérieux, mais j'ai mis ça à côté et j'ai connecté ça avec le site. Ça a donné plein de résultats intéressants, c'était assez riche, il s'est passé plein de choses. Moi, j'ai vraiment appris des choses là-dedans, mais ça n'a pas forcément très très bien marché.
et j'avais pas forcément les compétences pour le faire passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts, évidemment, parce que tu avais des problèmes d'offre et de demande, des cours qui étaient peu consultés, et donc du coup, tu étais tout seul et tu n'avais jamais de correction, Ok. par exemple. Et honnêtement, bon, le code a donné des cheveux blancs à pas mal de développeurs et développeuses dans la boîte Qui l'ont pendant des repris en années, fait derrière. et Ouais, ils c'est ont ça. été heureux, donc en fait, on s'est mis d'accord, on le supprime. Ok. Et donc, un jour, en fait, c'est con, mais des fois, pour avoir une meilleure satisfaction sur ton produit, il faut enlever des features. Et nous, Ouais. ce qu'on a fait, c'est exactement ça. On a enlevé cette feature de la correction entre pairs qui marchait pas très bien, parce qu'il y a plein de gens qui se plaignaient. Et notre NPS, le score de satisfaction de recommandation, il a augmenté à partir du jour où on a enlevé la correction entre pairs, où on n'a pas dit ça existe, tu vois. C'est juste, voilà. En fait, des fois, tu ouvres des portes, tu montres des trucs que les gens n'avaient pas forcément absolument besoin de voir, mais comme Ouais. ils voient que ça marche pas bien, mais ils sont pas contents. Ouais. Oui, tu crées un besoin et en fait tu le satisfais pas tout à fait et du coup c'est un Voilà, peu. exactement. Donc ça, c'était bon, une initiative. Il fallait essayer, et en fait, la leçon, c'était tu peux faire, tu peux rendre les gens plus contents en enlevant d'un coup 50 000 lignes de code, ça marche. Ok. Ouais, supprimer du code des fois c'est. Et puis on a du mal quand on est dev à supprimer du code. Toujours, tu sais, c'est on a un attachement des fois à ce truc-là. Je t'avouerai que nous, chez Open Classrooms, pour le coup, depuis Ouais. ces époques-là et toutes les erreurs qu'on a fait, on a quand même pas mal de cicatrices, et on a appris Ouais. des choses. Et en fait, dans nos bonnes pratiques, et c'est vraiment internalisé, supprimer du code, c'est vu comme un bon travail. Ouais. Enfin, on applaudit les gens qui le font. Donc, le retrait de la production de certains trucs, par exemple, on avait comment ça s'appelle, des arrangements avec des services publics de l'emploi dans certains pays pour offrir du premium solo, qui est un vieux système. Enfin, on va pas revenir dedans, mais en gros, on a sorti de la production des vieux trucs qui pendouillaient, qui servaient plus trop, mais qui étaient toujours là, qui prenaient du poids. Et c'est quelque chose où en fait les gens en interne se félicitent en disant bravo, on a réussi à enlever le truc. On se sent plus léger en fait. Donc Ouais. je sais qu'il y a ce côté quand tu es développeur, tu n'aimes pas trop enlever le code que tu as fait, Ouais. mais avec la maturité, je pense vraiment que ça Mm. s'apprécie. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je sais pas, tu vois, il y a souvent ce truc, cet argument qui est ah mais et si ça pourrait servir et si machin et tout, qui est qui en fait à un moment bon tu le referas en fait s'il y a vraiment un besoin différemment Ouais, peut-être. ouais, en fait, mais c'est surtout que c'est très très dur. C'est comme les lois qui s'entassent, tu vois. Plein de gens Ouais. rajoutent des lois et ne font pas de la simplification, et en fait ils font une loi de simplification qui rajoute de la complexité. Ouais, qui vient Et ben s'empiler, ouais. Ouais. c'est un truc humain en fait. Et on s'est rendu compte en discutant récemment avec Pierre, mon associé, que notre taf à nous, c'était de tout simplifier. Ok. En fait, si tu le fais pas, les gens vont rarement le faire tout seuls. Et donc nous, on enlève des trucs. On enlève, on Ton, enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on ton enlève. taf en tant que Open Classroom ou en tant que dirigeant? En tant que dirigeant, pardon. En tant que dirigeant. Ok. Et il se trouve que c'est aussi le taf en tant que Open Classroom, surtout simplifier, enlever le gras, enlever la complexité, aller directement à l'essentiel. Mais là, je te parlais effectivement dans le contexte d'un start-upper. Ouais. En fait, notre taf, c'est d'enlever plein de choses. C'est paraît brutal, hein, dit comme ça, mais en réalité, je trouve qu'il y a une valeur énorme à enlever des initiatives, des vieux trucs, etc., à recentrer le message, à dire ok, notre stratégie c'est ça. Ça veut dire que c'est pas tout le reste, et le reste d'ailleurs on l'enlève complet, comme ça on est plus concentré sur le résultat final. Bah ça c'est, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais, je suis d'accord parce qu'en fait, c'est très compliqué quand tu as un dirigeant ou un manager qui te donne 50 000 priorités, tu vois, et que c'est à toi Mm. d'arbitrer ou même il arbitre un peu, mais tu as 10 trucs en parallèle. Si tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle un peu la North Star, quoi. On Ouais, te dit c'est là qu'il faut aller. Ça aide vachement tout le monde, je pense, à aligner. mais c'est très dur à faire. C'est très dur à faire parce que t'es tenté, parce qu'il y a toujours des trucs qui traînent, et en fait Ouais. personne n'ose couper le cordon. Ouais. En fait, Ouais. personne n'ose. C'est une vraie compétence enfin, compétence. Faut aussi sentir la légitimité de le faire, mais c'est une Oui. vraie compétence de savoir couper le cordon et de dire ça on le fait plus. Ou tout ça qui était une espèce de nuage un peu mélangé, un peu nébuleux. Et ben, en fait, ce qu'on veut faire, c'est ça. Et donc en fait, ce que ça voulait dire, c'était ça. Donc c'est traduire un message. Encore une fois, les gens n'ont pas beaucoup de bande passante du cerveau pour comprendre autant de choses. Donc en fait, il faut un message simple. J'ai compris ça aussi au fil du temps dans la communication interne et externe, qu'il faut toujours traduire tes messages en quelque chose de simple. Et c'est une vraie compétence qui est pas donnée à tout le monde, et que j'aime bien de mon côté déployer, parce que je vois énormément de valeur. Et les gens le comprennent pas souvent. En fait, on se noie dans des gros documents, dans des grands messages, des grands discours. Et moi, je suis là toujours
tu coupes, tu synthétises, tu synthétises. Tu vois, j'ai des gens qui me préparent parfois des slides pour une présentation. Ils en font 50 et je dis non, en fait, j'en veux 5. Non, en fait, j'en veux 2. C'est super dur. C'est super. C'est quoi la substantifique moelle de ce que tu essayes de dire et de ce que tu essayes de faire? C'est très dur. Hein. Honnêtement, c'est bien. Mais quand tu travailles notamment avec des comités d'administration, avec des gens vraiment seniors dans leur domaine, en fait, tu apprends que c'est la méta-compétence qui est attendue. Ouais. Mais ça, je le vois bien. Après, c'est ce que tu fais aussi quand tu fais de la newsletter, des cours. Tu fais les mêmes choix en disant, attends, je vais pas parler de tous ces trucs annexes. Ce que je veux que la personne comprenne, c'est ça. Donc, je le comprends bien pour des messages. Là où je trouve que c'est encore plus dur, je reviens sur l'histoire de North Star et de priorité, tu vois. Moi, je trouve est-ce que tu arrives à t'enlever la charge mentale, parce que tu as plein d'idées dans ta tête, tu vas les prioriser, tu vas dire c'est la North Star, mais tu vas quand même garder les initiatives, dire ça serait bien qu'on fasse ça, c'est de la charge mentale pour toi, qu'il faut pas mettre sur tes équipes, en fait, le moins possible. Est-ce que tu arrives à gérer ce truc-là? Moi, je trouve ça hyper dur de garder pour soi certains trucs qu'on se dit, ça serait bien quand même. C'est le poids du dirigeant fondateur. Qu'on voit pas. Il est invisible, évidemment. Je pense à plein de choses, mais je veux pas que l'équipe, elle pense à tout ça. Parce que en fait, ils ont la place que pour un message très simple. Cette année, la prio, c'est ça. Et en fait, il faut qu'on atteigne tel objectif. Et voilà pourquoi. Et ensuite, il faut que tu le répètes 200 000 fois pour que les gens, ils l'aient vraiment bien en tête. Et maximiser leur efficacité aussi. Voilà. Et après, il faut les laisser se débrouiller dans ce contexte-là pour trouver les solutions. Ça, c'est clair pour moi. Il faut pas leur dire comment faire, mais il faut dire voilà ce qu'on veut faire et c'est une chose en fait. En réalité, 3, 4, c'est déjà pas mal pour une boîte de taille. On est quand même capable de faire plus d'une chose, mais très vite. Tu passes de 3, 4 à 15, hein. Si tu fais pas gaffe. Non, mais j'insiste, les gens te mettent sous l'arrêt, tu fais non. Et donc, on passe notre temps à dire non à tous ces trucs. Ok. Très cool, Mathieu. Est-ce que je peux passer sur une grosse bêtise de ta carrière ou une chose que tu regrettes? Voilà. Je crois que j'ai un peu pris de l'avance tout à l'heure en répondant à ma grosse bêtise. Ça a été de faire 2 sites en parallèle, la nouvelle version et l'ancienne, et d'essayer de faire rattraper la nouvelle avec l'ancienne et de reprendre une base de code toute vierge. Je pense que là, je peux pas te donner le meilleur exemple. En tout cas, en lien avec le code, déjà, c'est une énorme bêtise. Ok. Et est-ce que tu as une passion aujourd'hui autre que ça? Tu m'as beaucoup parlé de ce truc qui t'anime. Est-ce qu'il y a un truc à côté de la pédagogie, le code? Et tu m'en avais donné un troisième, c'était quoi? Création de contenu. L'écriture, à proprement parler. Mais après, ça rentre un peu dedans. L'écriture, c'est toujours une passion qui m'anime et que je peux apprécier faire en dehors. Tu vois, je pourrais, même si je l'ai pas fait, je pourrais écrire de la fiction, ça me plairait, mais il faut que je prenne le temps de ça. Aujourd'hui, il y a en passion un truc qui m'anime. Tu vas dire, c'est pas très original, mais c'est les évolutions des entreprises, des startups qui essayent de devenir des scale-up du moins. Et donc, c'est rencontrer des entrepreneurs, pas forcément au tout début au stade de l'idée, parce que ça, il y en a vraiment beaucoup, et j'ai pas la bande passante pour tous les voir. Alors, j'aime toujours en parler, mais j'ai pas la bande passante pour tout le monde. Mais pour des gens qui ont déjà un projet qui commence à marcher, mais qui savent pas vraiment comment le scaler. Il y a des projets d'ailleurs qui ressemblent beaucoup au site du zéro, qui sont inspirés par le site du zéro et qui me demandent comment t'as fait pour passer d'un truc communautaire à une entreprise comme ça, avec tous ces trucs. Et ça, j'adore. Donc en fait, mentorer des gens en direct, rencontrer des gens et des projets, c'est vraiment un truc qui me nourrit énormément. Donc ça, c'est une vraie passion. Et de temps en temps, j'accompagne certaines de ces startups un petit peu sur leurs projets. Je fais pas beaucoup parce que ça me prend quand même du temps, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Donc tu me diras, c'est toujours relié au business. Donc je pourrais te dire que j'aime bien courir dans la nature et faire des semi-marathons. Je pourrais te dire qu'en fait je suis devenu papa depuis 3 ans et qu'en fait j'ai plus le temps de rien faire. J'ai découvert une passion pour la cuisine pendant le Covid, comme peut-être pas mal de gens. Et donc je passe beaucoup de temps chaque semaine à faire la cuisine à la maison. C'est moi qui fais la cuisine. Et je m'amuse. Je suis pas forcément bon, mais j'aime bien le truc. Donc c'est une passion. Et qu'est-ce que tu y trouves? Est-ce que c'est quoi le type de satisfaction que tu trouves à la cuisine? Il y a une part de créativité dans ce que tu peux faire, comment tu peux mixer les ingrédients, comment tu peux les faire. Il y a un plaisir pur et simple du repas que tu partages en famille, entre amis et tout. C'est des choses assez simples, mais finalement, dans la vie, c'est ce que tu retiens le plus, c'est les meilleurs moments. Donc, le plaisir de faire plaisir par le repas que tu crées. Il y a quand même, pour moi, il y a beaucoup ça, tu vois, que quand
quand je je me suis démené à faire un plat, ça m'a pris du temps, mais que c'est vraiment bon et que ma femme et ma fille me font savoir, par exemple, eh ben, je suis content, en fait. Ouais. Donc voilà, ça c'est le petit plaisir à la maison, T'as pas trop mais la effectivement, c'est développé. frustration de parents, tu sais, quand t'as des enfants, tu te démènes à leur faire un truc hyper bon, et puis les enfants, des fois, ils sont un peu difficiles, Ah et du oui, coup, ils te ah disent, non, oh, non, ma fille elle est impayable pour ça, hein. Des fois ouais, elle va aimer, mais des fois elle voulait ouais, juste des pâtes au beurre, hein. ouais, c'est ça, c'est Donc ça. je suis là, bon Ouais, ok, la prochaine fois je ferai pas ça. ouais, Ouais. non, mais c'est hyper frustrant parce que tu sais, ils ont un palais d'enfants, donc c'est plus difficile pour eux. Mais toi, tu sais que tu t'es démené, que ton truc, je sais pas si objectivement il est bon, mais en tout cas, il est travaillé, il est censé être pas mal. Et Ouais. puis les enfants, ils sont, Ça te rappelle un truc assez important, c'est que l'effort que tu fais n'est pas directement corrélé au résultat. Des ouais, fois, tu peux faire peu d'efforts et avoir beaucoup de résultats, ou des fois, au contraire, tu peux faire beaucoup d'efforts et avoir pas de résultats. D'où l'importance de sortir tes produits, tes projets le plus tôt possible, de les expérimenter au grand public, de les mettre en public et pas de le garder dans ton repo en privé pour qu'il y ait des gens qui puissent en faire quelque chose. Sinon, tu te laisses pas la possibilité d'apprendre en fait et de progresser. excellent. Ouais, pour revenir aux enfants, je trouve que les enfants, ils sont souvent des bons juges de ces trucs-là parce qu'ils ont, comme ils ont pas, tu sais, des fois un peu le vernis social, eux, Il y a la aucun. vérité sort de la bouche. Ils te disent, tu fais, oh, Ouais. ok, j'aurais dû faire des pâtes au beurre, quoi. Il y a de ça. Excellent. Ok Mathieu, bah, j'arrive, on a fait un bon tour de plein de choses. J'arrive un peu à ma dernière question là. Est-ce que si je te demande une opinion tranchée sur un sujet, et c'est quoi la première chose qui te passe par la tête? Une opinion tranchée sur le sujet. En fait, ça va être je crois que c'était le dernier billet de ma newsletter justement de Startup à Scale Up où Ouais, je sur le parle des diplôme. diplômes. Ouais, Ouais. j'ai une opinion tranchée sur un truc, c'est que Open Classrooms, on forme des gens, on délivre des diplômes reconnus par l'État, et donc les gens pensent qu'on est des vendeurs de diplômes d'une certaine façon, alors qu'en fait, Mhm. je considère qu'on est des vendeurs de compétences, c'est-à-dire les éléments qui constituent le diplôme, et que pour pas mal d'aspects, le diplôme a vécu et n'est pas utile aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, où les compétences évoluent très vite. Vous le savez d'ailleurs en tech, Hmm. que ce soit en back ou en front, si tu t'endors une semaine, t'as loupé 12 000 frameworks et 12 000 nouvelles approches, etc. Et donc, moi, je considère il faut faire évoluer la façon dont on présente ses compétences via le CV, et il faut faire évoluer la façon dont on recrute les gens. Et aujourd'hui, le filtre par diplôme ou même par niveau de diplôme, parce que certains exigent que des bacs plus 5 et savent pas pourquoi, c'est un truc qui pose des problèmes énormissimes en termes de fluidité sur le marché du travail. Donc j'ai une opinion tranchée là-dessus. C'est pas pour dire que les diplômes vont disparaître demain, parce que je pense qu'en Hmm. fait ils vont résister très longtemps, y compris les diplômes des écoles les plus connues. Mais je crois que il va falloir vraiment changer notre façon de regarder les gens et ce qu'ils sont capables de faire sous forme de compétences, être capable de l'évaluer, être capable de le suivre, être Hmm. capable de le Ouais. valoriser, et du coup arriver à quelque chose d'un peu plus juste. En tout cas, c'est mon vœu dans l'évolution et la rémunération qui est basée sur des faits et pas sur qui connaît le patron, pour dire les choses clairement. Donc ou qui se fait mieux voir ou quoi, tu vois. C'est la réalité, hein. Je pense que Hmm. honnêtement c'est de là qu'on part, mais j'aimerais que les gens soient évalués sur ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Ça serait vraiment Ouais. cool. Ouais, bah, je suis d'accord. Ça rejoint aussi ce que tu avais fait un billet aussi sur, tu sais, le recrutement, et t'avais fait il y avait un cadran qui était pas mal là, où tu avais les soft skills et les hard skills, et tu disais Oui. en fait, faut forcément aller chercher dans les gens qui ont les soft skills. Et après, si t'as soft skills et hard skills, c'est super cool, mais il vaut mieux quelqu'un avec des bonnes soft skills et pas encore les hard skills que l'inverse en fait. Ouais. Et ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que des fois le diplôme peut te donner plein de choses, mais le diplôme des fois va te donner des hard skills, mais t'es pas sûr que la personne forcément a les soft skills. L'école n'évalue pas toujours les choses qui sont les meilleures pour l'entreprise aussi. En C'est fait, ça tu qui sais pas ce est... que ça veut dire. Le diplôme, c'est une Ouais. boîte noire que, pour employer un terme tech, qu'on peut voir comme un proxy. Et les recruteurs considèrent que le diplôme est une forme de simplification du fait que les gens ont des compétences. Lesquelles, on sait pas trop, pas forcément Ouais. alignées. Mais je te dis, même de mon école d'ingénieur, j'aurais pas embauché la moitié des gens qui sortaient de ma promo. Parce Ouais, que ouais. tout le monde n'est pas adapté à l'environnement dans lequel on fait. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons ou quoi. C'est juste, tout le monde est très différent, tout le monde a des envies différentes. Ouais. Mais il Le faut domaine pas, aussi, des fois, c'est pas il le y a des bon domaine. domaines Ouais. différents. Donc c'est beaucoup plus subtil que le diplôme. Donc ouais, mon message, mon opinion tranchée, c'est le diplôme, on vit dedans, on vit avec parce que c'est demandé, etc. Mais on va mettre toute notre énergie à faire changer les choses pour ça. Ok.
Ouais, ok. Et il y a un truc intéressant quand tu parlais du proxy aussi, c'est vrai qu'en tant que recruteur, ça te protège un peu aussi. C'est-à-dire que... Oui, personne n'a jamais été viré pour recruter quelqu'un de Harvard, même si c'est un gros con. Exactement, c'est exactement ça. Et j'avais reçu Charles Gorintin de Alan qui disait que, enfin moi je lui demandais quelle était quand même, est-ce qu'il attribue encore de la valeur au diplôme. Il me disait, le diplôme en fait ça peut être un signal que t'as certaines qualités. C'est ça, c'est un petit peu ce truc-là. Mais lesquelles, on sait pas. Et en fait ça te pousse sur certaines peut-être probas, voilà, mais rien ne remplace un process de recrutement qui évalue vraiment des compétences, des façons d'être et tout ce genre de choses, quoi. Exactement. Mais c'est difficile de faire des bons process de recrutement. Ça demande plus de temps, en fait, puisque c'est pour ça, le proxy, il a un côté rassurant, il fait gagner du temps et tout. Si on veut rentrer dans les détails, ça prend un peu plus de temps. Mais en même temps, je pense que si on fait pas ce travail-là, on fait des erreurs de recrutement énormes qui coûtent extrêmement cher. Ouais, oui, c'est sûr. Puis surtout des boîtes comme les nôtres, en fait, des startup tech, ton premier asset, c'est les gens, en fait, quand même. Donc, si tu passes pas le temps à investir. C'est très dépendant de la qualité des gens que t'embauches. Tu vois la différence de fou, hein, quand t'as recruté la bonne personne ou pas, il se passe des choses très différentes. Moi, mon sentiment, je sais sentir ça, c'est quand je sais que j'envoie les questions, les problèmes que j'ai, et que je suis soulagé dès le moment où j'en ai parlé. Ça veut dire que la personne, en fait, je peux lui partager mes problèmes et je sais qu'elle va bien le traiter. À l'inverse, quand j'ai un doute et qu'il faut que je revienne dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas tout à fait. Okay. Ouais, c'est intéressant ce point. Mais ce truc-là, tu le détectes. C'est difficile de le tester, ça, non? Avant d'embaucher quelqu'un. En fait, tu peux déjà commençons par tester un peu. Pas forcément de faire des tests techniques à la con du genre fais-moi une boucle je sais pas quoi, enfin bon, ça c'est l'antithèse de ce qu'il faut faire bien sûr, mais donner des problèmes métiers et voir comment la personne réagit, et figure-toi que tu apprends des choses énormes et qu'il y a des gens qu'on pensait recruter et qu'on n'a pas du tout recruté quand on a vu le résultat de leur business case, quand ils ont bossé sur un sujet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, systématiquement, pour les gens qu'on recrute, on leur pose 3 questions sous le format d'une feuille A4 et on leur demande de remplir ce qu'ils auraient fait dans ce cas-là. Donc, il faut un peu s'exprimer, etc. Quel que soit le type de métier, grosso modo. Et on apprend énormément de choses à partir de là. Donc, c'est une façon de tester une partie des compétences soft et hard des gens. Déjà, faisons-le. Déjà, commençons par un minimum tester plutôt que de dire « Oh non, c'est trop compliqué ». Ouais, et puis se poser des bonnes questions. Se poser la question de c'est quoi mon processus de recrutement, qu'est-ce qu'on attend, ouais, c'est clair. Et pour info, le candidat apprécie, faut pas que ça lui prenne des plombs, bien sûr, mais apprécie l'exercice parce que du coup, il se projette vachement mieux de ce qui lui sera demandé dans la boîte. Donc, c'est aussi une façon de lui ouvrir les portes de ta boîte. Donc, c'est aussi une façon de se connaître. Ouais. Voilà. Ouais, je vois pas mal de gens qui décrivent un petit peu les tests techniques, tu vois, notamment pour les boîtes tech. Et en fait, souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des tests techniques un petit peu. On te met devant un problème technique, on vérifie si tu sais faire quelques trucs un peu basiques, et en plus, souvent, t'as pas de feedback sur ce que t'as fait, tu vois. Donc, ce test technique, effectivement, je comprends qu'il soit décrié, mais pour autant, il faut pas remettre en cause l'ensemble du process de recrutement parce qu'ils sont cruciaux en fait pour les boîtes. Oui. Mais voilà, il y a tests techniques et tests techniques. Je suis pas fan de certains types de tests techniques un peu à la con et un peu scolaires. Mais par contre, je suis fan de l'idée de tester les gens sur des exemples concrets sur lesquels ils seront amenés vraiment à faire des choses. Okay. Bon, Mathieu, excellent. On arrive au bout. C'était hyper riche. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Oui. J'ai pas trop réfléchi pour être franc, mais finalement le fil rouge moi de ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est que je me suis écouté. Et donc j'ai fait ce que moi j'avais envie de faire dans la mesure du possible. Alors bien sûr, il faut avoir les moyens de pouvoir se l'autoriser, selon clair. Mais j'ai pas essayé de trop plaire à ce que aux gens, à ce que mes parents ou ce que la société attend de moi. Et ça m'aide beaucoup. En fait, je pense que plein de gens en voulant bien faire ne font pas ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. C'est un vrai travail introspectif sur soi parfois. Mais mon mot de la fin, c'est ça, essayer de vous écouter autant que possible. Parce que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ok, écoute, sage parole, j'aime bien. C'est de s'épanouir, quoi. Exactement. Trop bien. Écoute, encore merci beaucoup Mathieu pour ton temps. Merci pour tous ces conseils. Et puis c'était vraiment très chouette de te recevoir, de refaire un peu l'histoire du site du zéro. Donc avec plaisir. Merci encore. Avec plaisir. Puis je te dis à bientôt Mathieu. Salut. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose,
Si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.